Bonjour et bienvenue sur ce nouvel échange de votre podcast Homéorésie du vivant. Je m'appelle Aurélie Montin et ici, sur cette émission, je suis l'interlocutrice de Pierre Etchart, qui au fil des épisodes vous transmet les principes du vivant et vous partage un nouveau regard sur le monde qui nous entoure. Une interlocutrice qui sera un peu comme vous, enthousiaste et surtout curieuse d'en découvrir toujours un peu plus. Humble, mais fière en même temps, de cheminer vers une plus grande autonomie de la pensée. Je porterai ainsi votre voix, vos questions, vos remarques. D'ailleurs, avant de rejoindre Pierre, et parce que chaque épisode est à lui-même un voyage, je vous propose d'en découvrir une autre, de voix. Celle d'un petit homme qui n'a pas fini de vous surprendre, de vous faire réfléchir, voire même peut-être de vous inspirer. Les civilisations, les moments de la connaissance et de l'organisation humaine sont comme autant de rochers dans l'océan. Quand on voit une civilisation, un moment de la connaissance, on ne voit que le heurt de l'océan contre ce rocher, la vague qui se brise, l'écume jaillissante. Ce que nous avons cherché, c'est le lieu d'où l'on pourrait contempler l'océan tout entier dans sa calme et puissante continuité, dans son harmonieuse unité. Jacques Bergier, Le matin des magiciens. Bonjour Pierre. Bonjour Aurélie. On se retrouve aujourd'hui pour parler de relativité générale, relativité restreinte, pas tant pour développer dans tous les détails ce que c'est, mais plutôt de s'intéresser à pourquoi c'est intéressant justement de s'y intéresser. Donc finalement, je renvoie là nos auditrices et auditeurs au podcast précédent s'ils ne l'ont pas encore écouté, parce qu'on est un petit peu dans la même démarche intellectuelle, de se poser la question de, certes, ce que c'est, de quoi on parle, mais pourquoi c'est intéressant d'y prêter attention, et puis finalement, pourquoi même lorsque on n'a pas un pied dans la physique, on peut quand même y trouver quelque chose, et j'irais même jusque dire, on devrait aller y chercher quelque chose. Oui. Alors là, c'est très intéressant la façon dont tu l'as amené parce que effectivement, les gens considèrent que s'ils n'ont pas le pied dans la physique, que ça peut éventuellement ne pas les concerner. Mais la physique, elle concerne tout le monde en fait. C'est-à-dire que les physiciens étudient, encore une fois, je le rappelle, la nature. D'accord ? Donc notre environnement et la façon dont se comportent les éléments qui structure en fait notre environnement. Donc, s'intéresser à la physique, c'est s'intéresser finalement au monde dans lequel nous vivons. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. La physique, c'est pas les mathématiques, c'est pas des choses complètement, uniquement des choses totalement, je dirais, abstraites ou éloignées de notre quotidien. La physique, elle est tout autour de nous. C'est ce qui explique la plupart des phénomènes d'ailleurs que l'on peut observer et que l'on peut comprendre. Donc, dans cette démarche, pourquoi la relativité et non pas autre chose? Tout simplement parce qu'il fait partie de ces socles sur lesquels s'appuie la science du XXIe siècle, encore, pour expliquer le monde. D'accord ? C'est-à-dire que, comme au XIXe siècle, nous avions la mécanique de Newton et l'électromagnétisme de Maxwell qui expliquait l'intégralité des phénomènes, avec la thermodynamique aussi, qui expliquait l'intégralité finalement des phénomènes physiques auxquels on assistait. Mais en 2023, les éléments qui permettent d'expliquer notre monde, c'est la physique quantique et la relativité. Et dans une certaine mesure, à l'intérieur des deux, la théorie du chaos. Mais c'est surtout effectivement la relativité et la physique quantique. Alors quand on pense à relativité, on pense souvent à Einstein, on pense à la fameuse formule de E égale mc2 ou mc au carré. Tu vas nous expliquer que c'est quand même plus que ça, en tout cas que c'est pas que ça, et puis surtout, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de venir distinguer la relativité restreinte de la relativité générale. Parce que souvent, quand on parle de relativité, on met un petit peu tout dans un package. Or, ça s'est quand même construit finalement petit à petit d'un point de vue chronologique. Et là, on revient à cette histoire de science. C'est deux époques différentes en plus. C'est deux époques différentes qui ne demanderont pas le même travail
parce que justement, l'un est le travail d'une seule personne, quasiment, alors que l'autre est le travail d'énormément de gens. Donc on est face à deux situations totalement différentes. Chronologiquement, on parle tout d'abord de la relativité restreinte, qui est donc la conséquence, je dirais, de l'un des papiers de l'année miraculeuse d'Einstein, qui est donc 1905. Et ça, c'est le résultat. Donc effectivement, on résume généralement à E égale mc carré. Et ça, c'est un résultat qui est la conséquence d'une longue histoire, d'une très très longue histoire, qui ne se résume pas avec Einstein, qui se cristallise, qui se termine avec Einstein, mais qui est la succession dans l'histoire d'une idée qui a évolué. D'accord ? L'idée de relativité, elle commence très très tôt. Nous, on ne va pas remonter trop tôt là, c'est pas nécessaire, mais essentiellement avec Giordano Bruno, puis avec Galilée. Et en fait, Einstein ensuite va reprendre en fait ces idées-là. Mais avant ça, Newton va reprendre les idées de Galilée, d'accord ? Et il va y avoir des améliorations qui vont être portées dans la façon en fait de comprendre l'espace et le temps. Et donc, il va y avoir des gens comme Minkowski, comme Lorentz, comme Poincaré, qui vont faire énormément avancer l'idée de relativité. Mais pour quelle raison est-ce qu'on parle essentiellement d'Einstein quand on parle de relativité restreinte ? C'est tout simplement parce que même s'il n'a inventé aucune équation, c'est-à-dire que E égale mc carré, c'est pas Einstein, hein, c'est pas lui qui... L'équation, elle préexistait déjà quelques années avant qu'il ne le mentionne. Par contre, il a été véritablement le premier à comprendre, et encore une fois, les implications de cette équation. C'est-à-dire que la plupart des gens qui ont fait évoluer ça ont simplement constaté en fait l'équation. Ils se sont dit, voilà, cette équation elle est là. Mais par contre, Einstein, il s'est dit, mais attendez, si cette équation est vraie, ça veut dire que. Et c'est ce ça veut dire que qui est pour moi en fait le plus important. Et c'est ça qui fait finalement d'Einstein un vrai génie, qui le distingue des autres. C'était pas le reste, hein, c'était pas tant son travail, c'était vraiment sa façon de penser et d'aller, même si c'était pas toujours porté par des intentions très nobles, c'était quand même le résultat faisait que il a mené la science et le savoir, il a pensé beaucoup plus loin que ce que la simple équation permettait de faire. Et donc Einstein a compris quelque chose de complètement inédit et de complètement fou au travers de cette équation. Et il a transformé en fait une valeur qui est la valeur de la vitesse de la lumière, donc qui est de 300 000 km/s, en une constante donc universelle. Et cette constante, à partir de ce moment-là, elle va intervenir dans les équations où même la lumière en fait n'est pas présente. C'est-à-dire que la vitesse de la lumière va être intégrée dans une équation où il n'y a pas de lumière. Donc ça, c'est assez contre-intuitif. Et pourtant, c'est ce qui va se passer parce que ça va devenir une nouvelle constante donc de la physique. Et l'une des grandes propriétés du coup que l'on verra aussi au sein de l'académie en termes d'implication, c'est justement ce qu'il a compris de ce E égale mc carré. C'est-à-dire qu'on peut obtenir effectivement de la masse à partir de l'énergie et de l'énergie à partir de la masse. Alors, il n'y a pas d'équivalence exacte, hein, comme on peut souvent l'entendre, hein, donc ça on y reviendra. C'est pas une équivalence exacte, la masse n'est pas égale à l'énergie, sinon la valeur c carré, c'est-à-dire la valeur de la vitesse de la lumière au carré, n'entrerait pas en ligne de compte. Donc, il n'y a pas d'équivalence exacte, même si c'est un principe d'équivalence qui a amené Einstein à avoir ce raisonnement-là. Donc, ce qu'il a compris, et qui est totalement contre-intuitif encore une fois, c'est que la propriété d'une chose peut devenir une chose. C'est-à-dire que quelque chose qui en fait, une
une masse va contenir une énorme quantité d'énergie du simple fait qu'il a de la masse. Le fait d'avoir de la masse lui garantit en fait le fait d'avoir une grande quantité d'énergie. Et donc, si on convertit l'énergie en masse, la propriété de quelque chose, donc qui est de l'énergie, donc par exemple la vitesse par exemple d'un oiseau en vol, sa vitesse, pas l'oiseau, la vitesse, donc de 30 km/h par exemple, mais cette vitesse peut dans une certaine mesure se transformer en un objet qui a de la masse. Donc la propriété de quelque chose peut devenir quelque chose d'autre. Et ça, c'est complètement contre-intuitif. Et c'est là où on voit en fait où la méthode scientifique a une puissance vraiment non seulement incroyable, mais surtout inédite. C'est-à-dire que aucune autre méthode jusqu'à présent ne peut se vanter d'avoir imaginé un tel scénario. Que ce soit la méditation, que ce soit l'intuition, que ce soit l'observation, que ce soit la philosophie, même aucun philosophe n'a jamais prédit les implications de ce E égale mc carré. Et ça montre que, non, ça ne montre pas que la science est toute puissante, bien entendu, mais elle montre qu'elle a une place toute particulière, et donc il faut lui reconnaître à sa juste valeur, ni plus, mais ni moins, pour accéder en fait à une certaine forme de savoir. C'est-à-dire que si on décide en fait de ne pas accorder d'importance à la science, ce qui va être tout le travail inverse en fait de l'académie, qui va être de remettre en fait au goût du jour justement la science. Si on décide de mettre de côté la science, eh bien en fait il faut accepter qu'il y a tout un pan de la réalité qui nous sera à jamais inaccessible. Voilà. Il faut être d'accord avec ça. Donc tous les gens qui rejettent la science, ou par principe, enfin chacun fait ce qu'il veut, ou qui disent que oui, mais moi c'est voilà la science, tout ça, j'aime pas. Ok, d'accord. Mais la contrepartie, c'est que tu n'as pas d'autres moyens pour accéder à certaines formes de savoir. Tu accéderas à d'autres savoirs avec d'autres méthodes. Mais il y en a certaines auxquelles tu n'auras jamais accès. Voilà. Et l'idée, c'est pas de créer des duels, des oppositions, c'est d'utiliser tous les outils. Mais comme des outils, pas comme des dogmes. C'est-à-dire des outils qui nous permettent d'accéder à une vision de la réalité qui est globale. Donc ça ne veut pas dire que la science, mais ça veut dire aussi la science, parce que la science a beaucoup de choses à dire, et des choses qu'on ne peut pas obtenir par d'autres moyens. Là, du coup, tu nous as parlé de la relativité restreinte. Donc, mais donc ça, c'est tout début du XXe siècle. Ouais, les choses évoluent petit à petit. En tout cas, il y a quelques années qui passent. Ouais. Et il arrive, du coup, la relativité générale, où là, on va se servir de ce qu'on sait au niveau de la relativité restreinte, et on va pouvoir s'en servir du coup à une autre échelle pour comprendre ce qui se passe, notamment au niveau de l'univers. Et du coup, est-ce que c'est à ce moment-là d'ailleurs que naît la cosmologie ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire évoluer en fait la notion de gravitation qui était jusque-là décrite en fait par Newton. La mécanique newtonienne, donc elle a son âge d'or, où elle explique énormément et avec une précision incroyable justement le mouvement des planètes, jusqu'à une certaine limite. Donc là, on n'aura pas forcément le temps d'en parler, mais il y a effectivement des limites dans la façon dont la précision des équations de Newton peuvent prédire la présence ou non de certaines planètes. Et cet élément-là, en fait, va amener Einstein à dire que, justement, il y a une limite qui est flagrante là dans la théorie, dans le modèle de Newton, et qu'il va falloir dépasser pour pouvoir expliquer la gravitation. Et donc là, à partir de 1907, jusqu'à 1915, où il va publier son papier, il va développer du coup sa théorie de la gravitation, donc qui sera la théorie de la relativité générale, qui explique que la gravitation n'est plus une force, mais qu'elle est la conséquence d'une déformation de l'espace-temps.
Et ça, encore une fois, ça va être révolutionnaire dans le sens où il a compris que l'espace pouvait être géométrisé et qu'à partir de là, il pouvait modéliser en fait un espace-temps et qu'on allait passer d'un temps et d'un espace qui sont deux éléments complètement distincts et séparés dans la vision et dans la théorie de Newton, à une fusion, c'est-à-dire que l'espace et le temps sont deux éléments qui sont indissociables et qu'il faut penser ensemble. Qu'il faut penser. Donc ça, oui. Qu'il faut penser ensemble. Oui. Et du coup, relativement à la personne et à chaque personne, donc qui est ensemble, mais pour chacun. Alors, là, on va rentrer dans des considérations qui sont plus, on va dire, plus subtiles. C'est-à-dire que dans la relativité restreinte, on apprend en fait que la vitesse de la lumière est une vitesse limite. Et donc, qu'il n'y a aucune information qui peut se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière. Et donc, ce qui va impliquer que le temps va dépendre, en fait, le temps qui va être relié à l'espace, va dépendre, en fait, de l'observateur. Qu'il n'existera plus, à partir de là, un temps absolu, universel et absolu qui va être élastique en fonction des modalités ou des circonstances, mais qui va exister un temps pour chaque observateur qui se déplace par rapport à un autre. Et donc, on va avoir une temporalité qui va être spécifique pour chacun, c'est-à-dire qu'en gros, mon temps à moi ne va pas être le même que le tien, en fonction de la façon dont je me déplace par rapport à toi. Plus je vais me déplacer rapidement, c'est-à-dire à des vitesses proches de la vitesse de la lumière, et plus nos temps vont se désynchroniser. Ça ne veut pas dire que ton temps va passer moins vite ou plus vite que moi. Ça veut simplement dire que mon temps, par rapport au tien, va se désynchroniser. Donc, si pour toi 2 heures, ça va être 2 heures, pour moi 2 heures, ça va être 2 heures, sauf que si jamais je reviens vers toi, par exemple si je pars à la vitesse proche de la vitesse de la lumière, on va dire 250 000 km/h dans une fusée, je vais passer 2 heures, je reviens, quand je reviendrai, pour toi, il se sera passé beaucoup plus de temps que 2 heures. Parce que le fait, moi, d'aller à la vitesse proche de la vitesse de la lumière m'a désynchronisé de ton temps propre, d'accord ? Et du coup, pour donner une image, en fait, ça m'a fait voyager dans ton futur. Voilà. Et donc, voilà, le grand changement qu'il va y avoir justement là-dedans, c'est que justement les temps vont devenir relatifs par rapport à ça. Donc l'espace-temps devient une entité indivisible à laquelle en fait on ne peut plus rattacher un temps qui serait universel pour tout le monde et dans l'univers tout entier. Et ce qui permet justement, tu parles de l'univers, ce qui permet du coup de mieux comprendre aussi ce qui se passe lorsqu'on regarde l'univers par rapport à ce qui nous arrive, donc au niveau de la lumière. Ce qui permet aussi de comprendre depuis combien de temps on est là. Exactement. Et ça, c'est quand même une implication importante parce que tu parlais des enjeux de l'implication. Parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est pas du tout la même chose d'un point de vue philosophique. Exactement. Si on est là depuis 6000 ans ou si on est là depuis presque 14 milliards d'années. Enfin, en tout cas, l'univers. L'univers. Est-ce que tu veux développer cet exemple-là ? Oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire que cette science, en tout cas, la science et cette théorie-là nous a permis en fait de dater, de donner des datations et de pouvoir en fait voir plus loin. En fait, plus on voit loin dans l'univers, plus on voit loin dans le temps. En raison de ce que je viens d'expliquer, en fait. D'accord ? Et ça a permis, en fait, de donner un âge. De donner un âge à l'univers, mais de donner aussi un âge aux éléments qui constituent l'univers. D'accord ? Et donc, ça crée une espèce de chronologie. Et donc, encore une fois, on est dans la méthode scientifique. D'accord ? Et là, on se rend compte que
cet élément, donc là par exemple, on a appris du coup que l'univers a 14 milliards d'années. D'accord ? Et donc, le fait d'apprendre que l'univers a 14 milliards d'années, c'est impossible par une autre méthode, encore une fois. C'est-à-dire que la science nous donne un outil qui nous permet d'accéder à quelque chose de totalement inédit. Ce n'est pas en réfléchissant, en philosophant ou en méditant que quelqu'un a obtenu cette information comme quoi l'univers a 14 milliards d'années. D'accord ? Et ça c'est quelque chose qui est vraiment que les gens doivent comprendre. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas de mettre la science au-dessus, mais c'est de mettre la science vraiment à sa place, mais une place qui est irremplaçable. Irremplaçable. Ou alors, on peut la remplacer, mais à ce moment... Enfin, non, on ne peut pas la remplacer. Soit on décide de ne pas en tenir compte, mais à ce moment-là, il y a tout un pan de ce qui est vrai qui nous est inaccessible. D'accord ? Et donc, de la même façon, on a réussi à dater l'âge de la Terre, qui lui a approximativement un petit peu moins de 5 milliards d'années. D'accord ? Et donc, lorsqu'on fait ce constat, effectivement, d'un point de vue philosophique, les implications en termes de posture, en termes d'humain, ce n'est pas la même chose de s'imaginer que l'univers dans lequel nous vivons, qui a 14 milliards d'années, et que la Terre n'est apparue que il y a 5 milliards d'années, et nous, au sein de ces 5 milliards d'années, il y a quelques millions d'années, ce n'est pas la même chose que de se dire que l'univers lui-même et la Terre lui-même sont apparus en même temps que nous. Dans certaines théories, ça serait il y a 6000 ans, par exemple. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que là, de ce que l'on sait, l'univers, la Terre et tout ce qui baigne autour a passé le plus clair de son temps sans nous. Donc, nous sommes une espèce d'épiphénomène, ou en tout cas un phénomène récent d'un point de vue de la temporalité, et donc nous devons nous considérer comme des invités. Alors que dans l'autre cas, si on considère que nous sommes arrivés en même temps que l'univers et la Terre qui aurait 6000 ans, en fait, non, on peut être en droit de se dire, mais en fait, on est chez nous. On est chez nous, et donc on peut avoir l'arrogance de se comporter sur cette terre comme si cette terre nous appartenait. Et ça ramène beaucoup plus d'humilité, c'est sûr. Mais là, pour le coup, la science, mais de toute façon, à chaque fois, moi, ce qui me passionne justement dans les éléments scientifiques, c'est que ça nous ramène systématiquement à de l'humilité. Systématiquement. Et donc là, quand on sait qu'on est là que depuis récemment et qu'en fait l'univers a accouché de nous dans une espèce de processus extrêmement long, mais du coup, on donne beaucoup plus de valeur à la vie. Parce qu'on se dit, mon Dieu, mais vous vous rendez compte, le processus temporel qu'il a fallu pour qu'au bout on apparaisse. Et donc, on va nous-mêmes adopter une posture où on va accorder beaucoup plus d'importance à la vie, à ce qui nous entoure. Et pas que nous les vivants. Pas que nous les vivants, je veux dire, pas que nous les humains, les végétaux, les autres animaux. On va accorder de l'importance à beaucoup d'autres choses, comme le font en fait les grandes traditions. D'accord ? Alors que dans la posture où effectivement on pense qu'on est arrivé en même temps, bon, ben, c'est notre propriété, du coup ben, on fait ce qu'on veut en fait, on est comme dans notre chambre. On souille, on prend pas, on s'en occupe pas, un peu comme ce qui peut se passer en ce moment, à certains domaines. C'est-à-dire qu'on utilise les ressources de façon totalement irraisonnée, sans réfléchir, comme si c'était là pour nous, de tout temps, et que... voilà. Et là, ça, un élément, une information qui n'arrive que par la science, nous permet de revenir à une forme d'humilité qui, je pense, nous est nécessaire si on souhaite vraiment s'épanouir. Est-ce que, donc on avait pas mal parlé de physique quantique sur le dernier épisode, bien sûr, c'était le sujet. Est-ce que ce qui s'est passé en physique quantique et les découvertes qui ont été justement au fin du 19e siècle et début du 20e siècle ont permis d'alimenter toute cette réflexion au niveau de la relativité restreinte et puis relativité générale, ou alors ce sont vraiment deux choses qui se sont faites
certes dans une notion temporelle, un peu dans une période temporelle identique, mais en parallèle, ou est-ce que l'un a alimenté l'autre au fur et à mesure? Alors, la réponse est oui et non. C'est-à-dire que en termes de contenu, les deux n'ont absolument aucun rapport. Parce que justement, ils traitent de phénomènes complètement opposés, c'est-à-dire que la physique quantique va traiter vraiment de l'infiniment petit, et la relativité générale, là je parle de la relativité générale, va traiter du coup vraiment des phénomènes à très 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 grande échelle. D'accord ? Même si c'est de la gravitation, elle va nous permettre d'expliquer des choses qu'on n'expliquait pas avec la mécanique de Newton, mais à très grande échelle. Et donc, ils sont un petit peu chacun dans leur coin. En revanche, dans l'ordre chronologique est apparue évidemment la relativité restreinte, donc 1905, puis la relativité générale 1915. Et ce n'est qu'ensuite que vraiment l'effervescence du formalisme de la physique quantique a pris son essor. Donc, les gens qui étaient dans une effervescence intellectuelle à l'âge où Einstein développait ses idées sur la relativité générale, d'accord ? La plupart des gens qui ont fait la physique quantique avaient à peu près 20 ans. Tous. Et Einstein, à cette époque-là, était le héros de tout un chacun. C'est-à-dire que les Heisenberg, les Schrödinger, les Pauli, tous ces gens-là étaient vraiment fascinés par le travail et ce que produisait en fait Einstein à cette époque-là. D'ailleurs, pour l'anecdote, Pauli, à l'époque, il a 18 ans, je crois. Wolfgang Pauli, il a 18 ans. Donc c'est juste pour remettre en perspective par rapport à notre époque. Donc il a 18 ans. Et pendant les cours de mathématiques, donc pendant qu'il suit des cours de mathématiques, il rédige lui-même le formalisme de la relativité générale et en petit bonus, les implications physiques, philosophiques et métaphysiques de la relativité générale. 18 ans, c'est pas fini, il envoie le papier à Einstein. Einstein, impressionné, dira plus tard que Pauli, à ce moment-là, avait mieux compris que lui la relativité générale. Pourquoi ? Parce qu'il avait poussé le raisonnement jusqu'aux implications. Encore une fois. Et donc, pour la petite anecdote historique, Pauli deviendra à partir de ce moment-là le filleul d'Einstein. Voilà. La relativité les a rapprochés. Et bon, il a écrit un bouquin après ça, Pauli, sur la relativité générale. Personne n'a jamais réussi à faire mieux, quoi. 18 ans, hein. 18 ans. Voilà. Pierre, je te propose qu'on se laisse du coup sur ces belles paroles et sur cette anecdote qui est particulièrement inspirante. On se retrouve pour le prochain épisode sur un autre sujet. On va sortir un petit peu là de la physique quantique et de la relativité générale pour aller... on va pas le dire, tiens, ce sera la surprise. Mais pour aller sur quelque chose qui va parler concrètement à tout un chacun par rapport à son propre corps. Je te dis à très bientôt pour le prochain épisode. Merci beaucoup Aurélie. Cet épisode touche à sa fin. Bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher, voire même beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode. Vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis toujours entretenir votre autonomie de pensée. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement. Puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi. Ou alors en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. N'oubliez pas de partager le podcast et de mettre plein de petites étoiles. C'est vraiment important les étoiles.